Oui, j'ai grandi avec Tintin à plusieurs niveaux, notamment car ma famille a même eu à une époque une des plus grandes collections de France. Comme beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, enfant, j'ai lu tous les albums, vu tous les épisodes de l'adaptation de 92, certaines des adaptations de Bellevision, et bien sûr ces deux films. Et alors que le premier album va lentement mais sûrement vers son centenaire, eh oui, j'avais très envie de vous proposer une série de vidéos sur les adaptations animées de Tintin. Je passerai très vite sur le bazar que ça a été de choisir dans quel ordre traiter les adaptations, car tout bien pesé, il n'y avait aucune solution idéale. Je vous donne un exemple parmi d'autres. Pour l'adaptation d'Ellipse, le premier épisode produit, c'est le Crabe aux pinces d'or, 9e album. Les premiers diffusés, c'est le diptyque Cigar Lotus, 4 et 5e album. Et l'album le plus ancien qu'il a adapté, c'est Tintin en Amérique, 3e album. Et c'est loin d'être le seul souci auquel j'ai dû faire face. J'ai donc décidé de traiter ça dans l'ordre chronologique des albums. Ces vidéos seront donc surtout sur ces adaptations, mais j'en profiterai pour évoquer ce qu'il y a autour, à l'époque de sortie originale de l'album. La vie d'Hergé, des détails dans les albums en eux-mêmes, le contexte de l'époque, le phénomène Tintin vu par ses critiques comme ses admirateurs, etc. Donc, même si beaucoup connaissent les bases de l'histoire de cette BD, une petite introduction tout de même avant d'entrer dans le vif du sujet. Tintin a donc fêté ses 95 ans l'an dernier, en 2024. Dévoilé par le jeune dessinateur de 21 ans Georges Rémy, dit Hergé, dans le supplément jeunesse du journal belge Le XXe siècle, le Petit 20e. Officiellement le 10 janvier 1929, même si on pourrait pinailler en disant que le numéro précédent annonçait sa venue, et donc qu'il est apparu pour la première fois le 3 janvier. De plus, on pourrait ajouter que Tintin a eu le droit à une version prototype dès 1926, avec Totor, CPD Hanneton. Sa première aventure est Tintin en pays des soviets donc, qui était disponible qu'en noir et blanc jusqu'à janvier 2017 et la sortie de la version couleur. C'est déjà dynamique, c'est déjà assez drôle, mais alors même que certains des reproches faits à Tintin sont son côté unidimensionnel et les nombreux gags peau de banane, cette critique est particulièrement compréhensible dans cet album. Il y a même littéralement un gag peau de banane. De plus, Hergé, avec sa publication de 2 pages par semaine, inventait ses péripéties au fur et à mesure, sans vrai fil rouge. Résultat, cet album c'est ça, une suite de péripéties auxquelles s'ajoute un manque de réalisme assez criant, et concernant le message politique, il s'est contenté de piocher dans des ouvrages, parfois jusqu'à copier-coller des passages entiers de ce livre, Moscou sans voile. Maintenant, je le disais, ça peut être assez drôle, et ce, outre le côté daté et outrancier, voire parce que c'est daté et outrancier. Il y a quelques gars qui passent toujours assez bien. Le succès est là dès le départ, auprès des enfants de l'époque, Tintin est lancé. Mais Tintin en pays des soviets n'a donc jamais été adapté, et Hergé n'y a jamais apporté de modifications substantielles, contrairement à ses autres histoires, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Passons à Tintin au Congo, dont la publication a démarré en 1930. Au point de vue de l'histoire, Tintin en va au Congo pour faire un reportage et lui arrive plein de trucs. Il se bat contre des méchants, des tribus locales, il abat des animaux. C'est également un album où l'histoire est très secondaire, hein. De même que le réalisme. On ne peut pas dire qu'il y ait des progrès flagrants de ce côté-là comparé à Tintin en pays des soviets. Mais surtout, le colonialisme et le racisme de cet album ont fait polémique les années passant. Il faut dire qu'Hergé était alors sous influence du directeur du XXe siècle, l'abbé Norbert Wallet, aux idées, disons que, entre autres, il était admirateur de Mussolini, ça devrait suffire. Hergé voulait faire Tintin en Amérique, mais l'abbé lui a demandé de d'abord faire un album à la gloire des colonies et des missionnaires. Mais là-dedans, les Congolais sont présentés comme de grands enfants paresseux. Hergé étant quelqu'un qui a refait certains de ses vieux albums pour harmoniser sa série, ça a été adouci dans la deuxième version au fur et à mesure que les mentalités évoluaient, mais même dans celle-ci, ça subsiste pas mal. Résultat, il y a des gens qui pensent que l'album devrait être interdit de publication. C'est un point de vue qui se défend, et je commençais à être assez d'accord à une époque, même si aujourd'hui, comme peut le faire Disney avec certains de ses vieux films, un texte qui replacerait l'album dans son contexte de parution me semble plus légitime. Mais surtout, il faut voir une chose, c'était déjà le cas il y a des décennies, et c'est toujours le cas, l'album était et reste très populaire auprès des premiers concernés, les Congolais. Et ça les fait marrer qu'on puisse les voir comme ça, limite ils se foutent de la gueule de ceux qui ont cette image d'eux, et je dirais que c'est bien juste. Donc, si les premiers concernés nous disent que l'album ne leur pose pas de problème, en quel honneur nous devrions décréter qu'il ne faut plus l'éditer. Après, il y a l'autre souci relevé, la violence envers les animaux est très forte. Tintin abat beaucoup d'animaux, oui, et fait même totalement exploser un rhinocéros. Toutes ces raisons font que les 2 premiers albums de la série ne seront jamais adaptés, au contraire du 3e, Tintin en Amérique. Un album assez dur à relire aujourd'hui, même dans sa 2e version. On a encore ce côté très suite de péripéties, c'est toujours très peu réaliste. Mais c'est jouable de l'adapter. Et c'est le moment de parler de l'excellente série Tintin sortie en 1992 chez nous. On peut remonter à 1989 pour la genèse du projet. Le studio Ellipse, qui vient de faire la série Babar, que j'aimais beaucoup étant petit, aimerait faire Tintin. À l'époque, Ellipse, c'est un jeune studio, et bien que Philippe Gildas soit à la barre, et à l'époque possiblement au sommet de sa carrière, avec nulle part ailleurs, c'est un gros pari. Vu le nombre de tintinophiles, c'est très délicat. Ne soyez pas fidèles, et vous aurez une levée de bouclier équivalente à une vague de haine sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui, à ce point.
La fondation RG est très pointilleuse aussi sur beaucoup de points. De surcroît, à l'époque, l'animation n'est pas très développée en France. Il n'y a alors pas tellement de gens formés pour ça. Et les épisodes coûteraient quand même très cher à produire. Donc, même associé avec FR3, même si une partie sera sous-traitée en Asie, malgré tout, pour réunir le blé, il faut coproduire. Ce qui est un souci car c'est Nelvana qui arrive, un studio canadien qui suit à 40% du budget et revend la série à HBO. HBO chez l'américaine. Et absolument tous les studios européens qui ont les Américains derrière eux capables d'imposer certaines exigences vous diront que c'est supra lourd à cause de leur puritanisme notamment. Et encore, là c'est HBO, une chaîne moins pointilleuse que les networks. Et comme aux USA Tintin ne fait pas vraiment partie des meubles, ils ne comprennent pas ce qui fait son essence. Ce qui ne serait pas un souci si, au début, une partie du staff avait tout fait pour complaire au goût nord-américain. Haddock ne doit pas boire d'alcool? Oh bah alors à la place, on n'a qu'à le faire manger à longueur de temps. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans Tintin? Ah bien pour compenser, on donnera une voix féminine à Milou. On l'entend dans le petit pilote de quelques minutes qui a été créé pour présenter la série. And then, of course, me! Thank goodness someone in this crew is sensible. Il est disponible sur YouTube et même en version française, où Milou est cette fois doublé par Roger Carrel. Mais je ne me suis même pas présenté, Milou, courageux et fidèle, enfin quelqu'un de sensé et de raisonnable dans cette équipe. Et... Ils n'ont pas fait parler Milou, contrairement aux albums finalement, mais s'il avait fait Roger Carrel, ça aurait été le meilleur des choix, j'aurais peut-être pu approuver là. On notera aussi que Luc Hamet était la voix de Tintin dans ce pilote. Regarde! Un pont! Une rivière! Ça y est, c'est le moment! Mais donc, même si presque toutes les mauvaises idées pour plaire aux Américains ont été abandonnées, si je reconnais que Nelvana était important notamment en apportant une bonne partie du blé et en vendant la série à d'autres pays, malgré tout j'ai juste envie de flinguer cet ours de malheur. Tintin de 1992, c'est Ellipse, la genèse, la majorité de la production et le tout chapeauté par Stéphane Bernasconi, un ancien de la fameuse école des Gobelins. Tous ceux qui parlent de Tintin, la série de Nelvana, mettez-leur un coup de pied au cul de ma part, je vous prie. Après, la VO, c'est la version anglophone et non française. La VF, c'est donc un doublage et non une création de voix. 21 histoires seront reproduites, sauf donc Tintin au pays des soviets et au Congo, comme on l'a dit. Les épisodes seront de 22 minutes génériques compris, mais la majorité des albums aura heureusement 2 parties, histoire de ne pas devoir trop compresser l'album. Lors de la première diffusion et sur la majorité des éditions DVD, les épisodes n'ont pas cette interruption, ils sont d'une traite en 40 minutes. Mais avoir la possibilité d'avoir les épisodes divisés en 2 parties, pour les chaînes, ça facilite les rediffusions télé. En tout cas, c'est un miracle que cette série au final ait eu autant de qualité quand on voit comme tout était contre elle. L'inexpérience du studio, le peu de main d'œuvre disponible, le coût astronomique du projet de près de 100 millions de francs, soit, en comptant l'inflation, plus de 25 millions d'euros actuels, les exigences sur les scénars et les storyboards des Américains d'un côté, celles des ayants droit de Tintin de l'autre, et pourtant, les étoiles vont s'aligner, et on va en parler dans ces vidéos. En France, c'est donc sur FR3, l'ancien nom de France 3, que ça va être diffusé, en prime time. Aujourd'hui, ça semble moins surprenant, j'en suis conscient, mais une série d'animation en prime time sur une grande chaîne, c'était alors très audacieux, et on prédisait un échec cuisant à Agnès Vincent, responsable des programmes jeunesse de la chaîne. Nous sommes le mardi 5 mai 1992 sur la 3, et les Français découvrent ça. Ce générique super classe, qui sera refait en vachement moins bien par Spirou, est une réussite complète. La reprise dynamique d'un des temps forts du Temple du Soleil, puis le côté aventure qui est très bien souligné et fait déjà rêver. Il y a même des scènes tirées du pilote qui sont présentes dans les albums, mais absentes des adaptations, comme Tournesol se cognant à l'arbre ou les Dupont qui se prennent les dossiers sur la figure. D'ailleurs, le Tintin sur fond noir, mais avec un projecteur braqué sur lui, sera repris par Spielberg dans ses affiches promotionnelles pour Le Secret de la Licorne. Et je me rappelle, enfant, avoir vu cette première diffusion sur FR3. D'ailleurs, durant des semaines, le mardi soir pour les enfants, et les adultes souvent, c'était le soir de Tintin. Alors, je me souviens clairement que ce qui avait été diffusé en premier, c'était dans la même soirée le diptyque Les Cigares du Pharaon et Le Lotus Bleu. Autant commencer en grand. Mais je vous ai dit que je prendrais dans la chronologie des albums, nous démarrons donc par Tintin en Amérique. Chicago. On commence par placer le contexte, Chicago est en pleine guerre des gangs, et Tintin veut se rendre sur place pour un article, ce qui mystérieusement a une bonne place dans une édition spéciale du Chicago Post parce que... J'en sais rien. D'ailleurs, pour être honnête avec vous, jusqu'à mon adolescence, tu me disais Chicago, je pensais Tintin. Hein. La ville est sous mainmise d'Al Capone, qui voit d'un mauvais œil qu'il vienne fourrer son nez dans ses affaires, et charge un de ses hommes, Bobby Smiles, de s'en charger. Donc, à peine débarqué, il se fait enlever par un faux chauffeur de taxi. Dans l'album, heureusement, il se trimballe avec une scie dans sa valise et scie la portière. Ici, non. Il coupe le sol du taxi avec un canif. Je ne sais pas si on est gagné au change, question crédibilité, en fait.
Aidé par la police, il met la main sur ce faux chauffeur. Bobby Smiles réagit alors et demande à l'Australien d'agir immédiatement. Je devais vous conduire. Ah bah oui, problème réglé. Ce type qui risque de vous balancer est assommé. Voilà qui va au moins retarder son témoignage de quelques heures. Ça change tout. L'Australien, qui est Batman manifestement, les sème grâce à un complice qui savait qu'il passerait par là, parce que... Et oui, même si cette adaptation parvient relativement à l'estomper, on sent toujours que Tintin en Amérique avait encore une intrigue un peu faible prétexte à l'action. Et durant la première partie, les péripéties s'enchaînent à peu de choses près sur le même schéma, les sous-fifres d'Al Capone tentent d'enlever ou de tuer Tintin, il s'en sort d'une manière peu crédible, et on recommence. Mais il est vrai que d'un point de vue purement suspense et action, ça fait gentiment le job. Course-poursuite, Tintin suspendu à la face d'un gratte-ciel, puis qui démontre son honnêteté à refuser une offre de Smiles à les rejoindre dans le crime. Voyez-vous, l'ennui, c'est que vous n'avez pas le choix. Du gaz asphyxiant. Smiles qui ordonne que Tintin soit flanqué à la flotte, et ça le réveille. Bah, bien joué, débile. Dans l'album, il y avait une raison. Il s'était trompé de type de gaz. C'était une excuse bien pratique, je ne dis pas le contraire, mais au moins c'était une excuse. Là, non, c'est juste que... ils ont été trop stupides pour prévoir que le contact avec l'eau le réveillerait. Et maintenant, vous allez voir comment on appelle la police sans téléphone. Ah, on sent que tu n'as jamais vu la Station Hero, Tintin. Ça ne marche pas forcément dans une ville avec un fort taux de criminalité. Hello? I've just shot somebody. I did it on purpose. Smiles, qui a donc laissé filer Tintin plusieurs fois, se fait rabrouer par Capone, et la peur lui a carrément fait pousser une moustache, il décide d'y aller plus franco et engage un sniper. Magnifique. C'est le cliffhanger avant la pub. Enfin, chez nous, il n'y avait pas de pub durant les épisodes, mais il fallait prévoir pour tous les pays. Cliffhanger quand même assez éventé pour tout spectateur n'étant pas aveugle, et qui se rend compte que Tintin s'est ennuyé à acheter un mannequin. Oui, vous savez, au cas où. Avec la police, il prépare un piège pour capturer Bobby Smiles et quelques-uns de ses hommes. Bonjour, vous êtes bien dans Faux Raccord, votre analyse d'après série, et on commence ainsi. Remarquez que Bobby Smiles lit un journal déjà vieux de plusieurs jours, manifestement, puisqu'il annonce encore la venue de Tintin. Merci Michel. Voyons un peu ce que vous avez là. Les mains en l'air, messieurs. Lâchez vos armes. Vous êtes en état d'arrestation. Les policiers les tiennent tous en joue, mais sans explication, Smiles parvient à s'enfuir dans une bagnole sans que personne ne réagisse. Ah, bien joué, oui, laissez le chef sans surveillance. Les autorités finissent par retrouver sa trace et mystérieusement, on charge Tintin d'aller le débusquer. Et au témoin d'un doute, vous savez que Tintin est reporter, qu'il est seul et qu'il n'a également aucun droit d'arrêter qui que ce soit. Non, je vérifie, hein. En tout cas, le voilà dans une petite ville à l'allure très texane et surtout très en retard, même pour 1931, date de sortie de l'album, question mode vestimentaire et mode de transport. Mais Tintin parvient assez vite à arrêter Smiles dans les montagnes. Désolé de vous décevoir, monsieur Smiles, mais on nous attend à Chicago. Allez, en route. Normalement, dans l'album, il y a des Indiens et une certaine critique de l'esprit capitaliste américain. Par exemple, en quelques heures, les natifs sont chassés sans ménagement de leurs réserves parce qu'il y a un gisement de pétrole et une ville se construit en un rien de temps à la place. Mais tout ça, ça a été enlevé en raison de la coproduction nord-américaine. Et oui, HBO ne voulait pas des Indiens. Revoilà Tintin à Chicago, où les membres de Capone sont chargés de mener l'assaut final. Ah oui, Hergé est dans l'assistance. Cette série le place en tant que figurant dans chaque épisode, au point que ça puisse devenir un petit jeu, pour le spectateur, de repérer sa présence. C'est une idée sympatoche. Donc, les gangsters kidnappent Milou pour forcer Tintin à accepter de quitter la ville. S'il accepte, il doit agiter un mouchoir blanc à sa fenêtre. Monsieur Tintin est certes un grand reporter, mais il n'empêche qu'il a de curieuses idées. Oui, pour sortir en toute quiétude, il charge un jeune groom de le faire. Sympa, Tintin. Des fois qu'il veuille refaire le coup du sniper, tu sais. T'as raison, envoie le gamin à ta place. Tintin se fait passer pour un vendeur de journaux et en vend un au type qui est censé surveiller l'agitation du mouchoir à la fenêtre. Il est face à lui, avec juste une casquette sur la tête, mais le gars ne le reconnaît pas. J'aimerais savoir comment des idiots pareils peuvent contrôler une ville comme Chicago, 3e ville des USA. Bref, Tintin prend filature jusqu'au grand-père de Capone, qui veut fonder une société anonyme. Je propose que nous fondions une société anonyme dont le nom sera l'Enlèvement SA. L'Enlèvement SA. Ah oui, très discret. Et, dans la foulée, je propose aussi une société nommée Tueur à Gage SA. Les gens ne devineront jamais ce qu'il y a derrière. Hé, petit, oui, toi. Ça t'intéresse de gagner $10? Oh ouais, monsieur. Non, vaut mieux que je fasse pas cette blague. Alors, vous me la rendez, ma balle, oui ou quoi? Ah
oui, comment je vais te la rendre, tu vas voir. Viens ici, Schnapp. Tintin assomme quelques gardes, retrouve Milou, mais entre-temps, les premiers gardes se sont réveillés et il les met hors d'état de nuire. Enfin, je dis ça, mais il met hors d'état de nuire l'un d'entre eux et semble tuer les deux autres. Il vit en matin sur terre, gentil comme Tintin. Il ramote la police et voilà Capone et toute sa bande capturés. Il y a donc une parade en son honneur. C'est au péril de sa vie que le reporter Tintin a permis l'arrestation des principaux criminels de ce pays. Non, mais qu'est-ce On en a rien à cirer. Et tout est bien qui finit bien. Mais c'est à toute fin de l'épisode que j'aime particulièrement. Oui, allô? Quoi? Oh non! D'accord, j'arrive tout de suite. Allez, viens, Milou. En route pour de nouvelles aventures. Si ça c'était trop kitsch, alors je suis kitsch. Bref, ce premier épisode est un peu trop farfelu et bancal, mais l'album l'est encore plus, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec la base qu'ils avaient. Après, le retrait des Indiens principalement et d'énormément d'autres plus petites péripéties fait qu'ils ont pu resserrer, et c'est un des 3 épisodes qui ne dure que 22 minutes. D'un strict point de vue scénaristique, il est clair que c'est l'épisode le moins intéressant. Le moins, vraiment le numéro 1. Mais ça annonce un diptyque qu'il est nettement plus. Nous sommes fin 1932. Les 3 premières aventures de Tintin ont été un succès indéniable, et outre la sortie de 2 pages hebdomadaires dans le Petit 20e, leur publication en album est un franc succès. Forcément, Hergé ne va pas s'arrêter en aussi bon chemin et s'attaquer à une nouvelle histoire. Il y a eu la Russie, il y a eu l'Afrique, il y a eu l'Amérique, s'annonce cette fois une aventure d'un genre nouveau. Déjà, elle ne verra pas Tintin se cantonner à un seul pays, puis elle va commencer gentiment à réfréner les péripéties vraiment trop extravagantes. Ensuite, elle sera aussi d'un ton un peu plus sombre que les précédentes. Enfin, elle va introduire plusieurs personnages importants. Cette histoire, c'est Les Cigares du Pharaon, dont Hergé débute la publication près de 60 ans avant la diffusion de l'adaptation dont on va parler aujourd'hui. À l'époque, la situation d'Hergé est en plein essor. Il épouse Germaine, qui était la secrétaire de l'abbé Wallet, dont j'avais parlé au dernier épisode. L'abbé qui les avait poussés dans les bras l'un de l'autre, et avait carrément décrété que tous ses employés célibataires devaient convoler. Heureusement pour lui que les réseaux sociaux n'existaient pas aujourd'hui. L'abbé qui va bientôt être contraint à la démission du journal Le XXe siècle et veut sa part sur les droits de Tintin, étant donné qu'il a une petite part dans sa création et l'a aidé à se faire connaître via le journal. En ce qui concerne la création, quelle est la participation la plus concrète de l'abbé? Il a conseillé de rajouter un chien. Oui, d'accord, Milou c'est un élément important de la BD, mais bon, déjà à l'époque, les mascottes animalières pour les héros ce n'était plus si neuf, hein, et Hergé a inventé presque tous les détails. Ce dernier est trop sous son influence pour se rebeller, mais pas de panique, la douloureuse sera pour Casterman. L'éditeur courtise Hergé et veut désormais publier ses albums, ce qui sera bientôt chose faite. Étant donné que c'est toujours le cas en 2025 et qu'on estime les ventes mondiales de Tintin à plus de 250 millions d'albums, si filer un peu d'argent à l'abbé était le moyen d'obtenir la signature d'Hergé, ça valait le coup. Mais donc, je le disais, Les Cigares du Pharaon est intéressant notamment parce qu'il révèle de nouveaux personnages. D'abord, les Dupont et Dupont, encore appelés X33 et X33 bis dans la version noir et blanc. Aujourd'hui, on pourrait chipoter et dire qu'ils apparaissent dans une case dans la version couleur de Tintin au Congo, c'est vrai. Mais à l'époque, c'était 2 anonymes, Dupont et Dupont, ayant été mis a posteriori pour faire écho à d'autres albums. Tout comme dans la future version couleur de 1955 des Cigares du Pharaon, il y a une case où on voit Objectif Lune, alors que c'est bien sûr un album largement ultérieur aux cigares. Mais donc, dès la première version, outre d'autres duos de virils moustachus, apparaît aussi le méchant le plus emblématique de Tintin, Rastapopoulos, alors producteur de films. On aura l'occasion d'en reparler. Février 1934 se termine la publication des Cigares du Pharaon. En août, démarra la publication du Lotus Bleu, un album également très important. C'est la première histoire qui est vraiment bien documentée et plutôt vraisemblable. Hergé a en effet eu l'aide d'un jeune chinois, Chang Changren. Un étudiant des Beaux-Arts qui a fait vraiment découvrir à Hergé l'histoire et la culture de la Chine, mais aussi l'a fait progresser techniquement en le familiarisant à la peinture chinoise. C'est aussi Chang qui a tracé les idéogrammes que l'on voit dans l'album. Les deux vont nouer une forte amitié. Vu toute l'aide apportée, Hergé a même proposé à Chang de co-signer l'album, ce que ce dernier a décliné. Après, il faut noter que Chang ne sera pas le seul à aider Hergé en ce qui concerne la Chine. On va bien entendu rentrer plus dans les détails des histoires en elles-mêmes dès maintenant. Les 2 premiers épisodes ont été diffusés le 5 mai 1992, le même soir que la catastrophe au stade de Furiani. Même si au final TF1 a mis un Colombo pour boucher le trou, ils sont restés un moment là-dessus, et de nos jours, un événement tragique comme ça,
Ça aurait bien pu tuer aussi l'audience de ce premier Tintin. Les gens auraient vu ça sur leur smartphone durant la diffusion, et même une partie de ceux qui n'aiment pas le foot auraient changé de chaîne, attirés par l'odeur du sang et de la polémique, tu sais. Mais là, je digresse. Certes, FR3 ne sera que 3e de cette soirée derrière TF1 et Antenne 2, mais tout de même, quasiment 6 millions de gens seront devant leur écran pour cette soirée. De nos jours, avec la concurrence bien plus féroce, rares sont les fictions sur France 3, ou sur notre chaîne française en fait, à atteindre un tel chiffre. C'est parmi les meilleures audiences de l'année. Mais allons-y pour l'épisode. Quelle croisière magnifique, n'est-ce pas, Milou? Nous retrouvons Tintin en croisière pour un vrai tour du monde. Il rencontre un égyptologue distrait du nom de Philémon Cyclone qui recherche le tombeau du pharaon Kiosque. Ouais, j'adore ce nom. Moi, le professeur Philémon Cyclone, le plus grand chercheur archéologique de tous les temps. Et le plus modeste aussi, hein. Je suis sur le point de découvrir la sépulture de ce noble et grand pharaon. Mais donc, ce modeste professeur Cyclone bouscule involontairement quelqu'un. Oh, espèce d'imbécile! Regardez donc devant vous! Voyons, monsieur, on n'agit pas ainsi. Et oui, voici le méchant, Rastapopoulos. Comme Tintin a osé prendre la défense du savant, Rastapopoulos ourdit une vengeance parfaitement proportionnée. Il faut les faire disparaître. Alors, oui, voici donc le tableau de vengeance de Rastapopoulos si vous faites quelque chose qui lui déplaît. Dans tous les cas, je vous le déconseille, vraiment. On place alors de l'opium dans la chambre de Tintin. Les Dupont entrent en scène, les deux joués par des routiers du doublage, Yves Barsac et Jean-Pierre Moulin. Tout ce doublage de la série Tintin, ça a été un très bon souvenir pour tout le monde. On a doublé au milieu d'éclats de rire. On bossait dur, mais on était tellement contents de faire ça et on s'amusait beaucoup. Comme les Dupont, en fait, n'ont pas énormément de textes. Pour compenser ça, on faisait des tas de personnages secondaires. Ils sont censés être déjà amis de Tintin, contrairement à l'album où ils vont le devenir. C'est très probablement pour faciliter la vue des épisodes indépendamment les uns les autres. Ce n'est pas une idée choquante en tout cas, et ce sera refait avec d'autres personnages. Tintin s'enfuit et rejoint le professeur Cyclone dans la recherche du tombeau du pharaon Kiosque. Même si toutes les personnes qui ont entrepris de retrouver le tombeau ont mystérieusement disparu. C'est le tombeau! Eh bien, il tombe bien, c'est qu'à le dire. Mais bien vite, le professeur disparaît sans explication. Tintin entre dans le tombeau... Enfermé, dit-il avec un sourire. Oui, il le prend vraiment de façon stoïque, Enfermé dans un tombeau au milieu de nulle part, encore a priori jamais découvert par qui que ce soit? Mais qu'est-ce que vous croyez? J'appelle ça le mardi soir, moi? Notons l'ambiance particulièrement soignée de l'exploration du tombeau. Mention spéciale à la musique, crescendo dans la situation effrayante que c'est, qui finit même par foutre la trouille à Tintin, c'est dire. Et moi aussi, j'avais peur devant cette scène quand j'étais petit. Un gaz soporifique plus tard, et ils se retrouvent au milieu de l'océan avec Milou et le professeur Cyclone, car le bateau qui les transportait les a jetés par-dessus bord par peur de la police. Bateau dirigé par le lieutenant Alan, ce qui n'était pas le cas dans l'album original en noir et blanc, j'en reparlerai plus tard. Cela dit, c'est logique quand on sait que Rastapopoulos et Alan collaboreront dans nos futurs albums. Tintin finit par être repêché, et rencontre Oliveira da Figueira, un personnage bien plus secondaire que les Dupont Rastapopoulos, mais aussi appelé à revenir. Il est assez drôle, ça permet d'alléger un peu la tension. Donc Tintin demande à être débarqué en Égypte avec comme but... oui, au fait quoi? Je veux dire, il veut retrouver le professeur Cyclone, d'accord, mais je ne vois pas ce qui lui garantit qu'il est vivant, qu'il soit effectivement dans ce pays, et quand bien même il le serait, l'Égypte, c'est grand, quoi. Bon, nous, spectateurs, on sait au moins que le professeur est en effet en vie, c'est déjà ça. Tintin se retrouve dans une ville où il porte secours à une femme poursuivie par un homme, mais c'est en réalité un tournage qui l'a interrompu. mais enfin Toute une scène a recommencé à cause de vous, triple idiot! J'aime bien ce petit détail, le réalisateur dit à Tintin de vive voix que la scène est à recommencer, mais pour l'insulter, là il utilise son porte-voix. Vous noterez aussi que ça confirme ce que Jean-Pierre Moulin disait dans l'extrait d'interview que je vous ai passé il y a un instant. Voici un exemple du fait qu'il faisait effectivement des voix secondaires. Si vous réécoutez, c'est lui qui fait la voix du réalisateur. Mais qui est le producteur du film? Que se passe-t-il? Pourquoi ne travaillez-vous pas? Oups! Tout à l'heure, ils ont découvert le tombeau par hasard, ont été sauvés in extremis par un bateau qui passait par là. Là, Tintin tombe également par hasard sur Rastapopoulos. Certaines mauvaises langues pourraient dire que cette histoire est un tout petit peu téléphonée. Bref, Tintin s'enfonce dans le désert, toujours poursuivi par les Dupont qui le confondent avec un bédouin. Mais l'homme qui a doublé ce bédouin s'est de toute évidence contenté de faire une imitation cliché et vite fait de l'arabe. Parce que je rêve pas, il a dit à la Webbar. Oui, alors je suis pas spécialiste, peut-être que certains me détromperont sur ce point, mais je vois franchement pas le rapport.
Pourquoi un type qui s'est fait frapper à coups de canne sur la tête dirait en reproche à ses agresseurs Dieu est le plus grand? Pendant ce temps, un mystérieux tireur flingue la gourde de Tintin pour qu'il meure de soif. Oh, vite, à plat ventre! Tintin qui a des réflexes, je veux dire, revoyez le temps de réaction pour dire vite à plat ventre. Oh, vite, à plat ventre! Mais surtout, la scène semble suggérer que le tireur a fait exprès de viser la gourde pour que Tintin meure de soif et... Pourquoi tu lui tires pas dessus directement pour qu'il meure tout de suite? Parce que je suis un idiot. Ça vous va? Mais il s'en sort car il arrive jusqu'à une ville où il est enrôlé de force dans l'armée avant de tomber par hasard sur des indices impliquant le dirigeant de la ville d'être des trafiquants d'opium. Envoyer 200 caisses de cigares du pharaon à Rawajputala, Inde, récolte imminente. Des trafiquants d'opium? Et en fait, on ne sait pas pourquoi il déduit ça. Certes, au début, on a mis de l'opium dans sa chambre pour le faire arrêter, et il a vu des boîtes de cigares dans le tombeau sans les ouvrir, donc rien de ce qu'il voit ne prouve qu'il a carrément affaire à tout un trafic d'opium. En tout cas, surpris par le colonel, il s'échappe. Et notons une chose, il m'a fallu des années pour m'en apercevoir, mais remarquez qu'on ne verra que très rarement les coups dans les épisodes de 92. On sait ce qui se passe, on voit le geste, on entend le coup, mais... Navré, lieutenant, mais... Oh, je suis pressé. Non, formellement, c'est hors champ. C'est genre... Maman, j'ai 8 ans et j'ai nettement vu Tintin donner un coup de poing à un méchant. Est-ce que je vais mal tourner? Ça, je soupçonne que ce soit un coup des Américains. Il y a pas mal de séries où c'était proscrit à l'époque. Pourtant, j'aurais cru que HBO le permettrait. Donc, Tintin s'échappe en avion, et après le fondu au noir de fin de première partie, il se retrouve en... Inde. Oui, de l'Égypte à l'Inde, c'est un petit trajet de près de 5000 km, ce qui, d'une traite avec un petit avion de tourisme de 1932, est tout à fait crédible. De manière fort peu compréhensible d'ailleurs, l'avion finit par tomber en rade. Les scénaristes ont eu la bonne idée de virer la scène très vieux Tintin de par sa loufoquerie, où ce dernier parvient à communiquer avec un éléphant. À la place, quelle coïncidence, il tombe sur le professeur Cyclone en moins de 2. Je sais que certains vont me reprocher « Ah, mais tu pinailles et tout machin », j'ai vu certains commentaires des anciennes versions, mais pardon, il s'est écrasé en Inde, au pif, et il tombe sur le professeur comme ça. Oui, quelque part, ça me dérange pas vraiment. Et oui, l'album Les Cigares du Pharaon marquait un progrès narratif comparé aux précédents albums. Mais bon, quand même, là, à ce point de hasard, non, c'est pas du chipotage souligné. Bref, le professeur semble avoir perdu l'esprit. Dites-moi, professeur, comment se fait-il que vous soyez en caleçon? Non, j'ai dit que je ferais pas ce genre de blague. Il s'agirait de trouver un médecin, et vite! Et en peu de temps dans la jungle, il tombe sur une maison où se trouve effectivement un médecin. Quel sens! Mais le professeur Cyclone s'échappe et semble avoir un nouveau leitmotiv. Il faut supprimer Tintin. Et voilà le responsable de sa folie et des ordres qu'il a de supprimer Tintin, ce fakir qui tire ses fléchettes empoisonnées et sait aussi hypnotiser ses victimes. Et lui aussi me faisait peur quand j'étais petit. C'est pourtant vrai, je sais qu'il a fait peur à beaucoup d'enfants à l'époque et j'en fais partie. Un souvenir que j'ai de mon premier visionnage, bon j'avais à peine 5 ans, c'est d'être sur les genoux de ma mère à dire que le fakir me faisait peur. Tintin parvient quand même à le vaincre et se retrouve finalement chez un Maharaja qui lui offre son hospitalité. Une musique inquiétante se fait alors entendre. Mon père et mon frère sont devenus fous. Or, chaque fois, juste avant que le malheur n'arrive, cette musique diabolique s'est fait entendre. Le Maharaja prend ça comme un avertissement, sa famille s'est attaquée au trafiquant d'opium. Et en effet, le soir, le fakir lui tire une fléchette empoisonnée, sauf que Tintin a remplacé le Maharaja par un mannequin. Décidément, après Tintin en Amérique, il a l'air d'avoir quelque chose avec les mannequins. Un fétiche, je sais pas. Enfin bon. Il suit le fakir qui le mène à un lieu secret. Asseyez-vous. Une bande déguisée ainsi ourdit un complot. Tintin parvient à les faire prisonniers et les démasque, et ce ne sont que partiellement les mêmes membres que dans l'album, notamment parce que certains personnages ont été plus ou moins évacués pour tenir la durée de 40 minutes. Mais en gros, si on ne prend que les adultes non récurrents dans les albums qui ont le droit à quelques répliques et n'ont pas été empoisonnés, à peu près tous les personnages qu'on a rencontrés depuis le début de l'épisode, sauf le réalisateur du film. Alors moi, après, quitte à faire des changements, j'y serais allé à fond, Bah oui, pourquoi pas, Tintin démasque même Alan. J'avais dit que j'en parlerai, il n'est pas un des membres dans la version papier, pour la bonne raison qu'il n'apparaîtra pas avant plusieurs albums. Or, là en plus, Tintin le connaît. Un nouvel exemple que cette adaptation tente de gommer la chronologie un petit peu. Ce n'est pas un reproche, c'est juste une constatation. En léger reproche, en revanche, on va avoir le droit à un très beau spécimen de... Comme il faut tenir 40 minutes, on doit speeder un peu pour certaines parties, résultat, il y a des trucs qui ne collent pas. Parce que regardez, Tintin entend la porte claquer quand le fakir s'enfuit, il se lance à sa poursuite immédiatement, les Dupont et le Maharaja l'ouvrent et l'assomment, ce qui déjà fait se demander comment ils n'ont pas croisé le fakir. Deuxio, le Maharaja a à peine le temps de remercier Tintin que... Votre Altesse, le prince a été enlevé. Dans mon manteau, ils viennent de s'enfuir. Oui, le fakir a été très rapide, plus le temps qu'il a fallu aux gardes pour venir. Donc oui, le timing est un peu bizarre.
Dans l'album, le fakir s'enfuit et enferme les gentils derrière lui. Le temps qu'il sorte, il a eu le temps d'agir, c'est un peu plus logique. Vous savez la logique aujourd'hui. Tintin se lance à la poursuite du fakir et du maître dans les montagnes. Cramponne-toi, Milou, ça va barder. Il se débarrasse du fakir sur un coup de chance, mais le mystérieux grand maître est toujours là. C'est enragé, toujours à mettre au son. On pouvait avoir des doutes dans l'album, mais là, on l'entend parler, donc quiconque se souvient un peu de la voix des personnages sait qui c'est. Cette fois-ci, je ne vais pas le rater. Ah oui, j'aime bien. C'est vrai que c'était encore l'époque où on voyait la différence entre le décor et les éléments appelés à bouger. Le réseau semble anéanti, mais le Lotus Bleu va nous détromper. Tintin, toujours chez le Maharaja, reçoit un messager chinois qui veut le mettre en garde. Mais il est touché par une fléchette qui rend fou et n'a le temps de parler que de Shanghai et d'un certain Mitsuhirato. Tintin se rend donc en Chine et je dois rendre hommage à la musique. À chaque épisode où Tintin quittera l'Occident, des musiques typiques très réussies accompagneront son périple, et les thèmes asiatiques de l'épisode ne dérogent pas à la règle. Il rencontre donc ce Mitsuhirato, un japonais en l'occurrence. J'irai droit au but, monsieur Tintin. Avez-vous vu mon messager en Inde? Ah, bel accent asiatique. Autant le messager aux Indes, son accent restait modéré, autant là, j'attribue un point perlise à cette imitation. En Orient, les meilleurs riz. On en fait pousser un bon paquet pour Perlise. Rita et Basmati, les grands riz, c'est Perlise. Bon, pour ceux qui n'auraient jamais vu cet épisode, je ne vais pas faire de faux suspense, le japonais est le méchant de l'histoire. Les soucis entre les peuples sont pourtant assez absents de cette adaptation. La version animée est allégée. Dans l'album, un Européen y tenait des propos très racistes contre les Chinois, Tintin lui remontait les bretelles, nouveau signe après les Indiens dans Tintin en Amérique que la BD Tintin adopte un point de vue plus amène des injustices envers certains peuples. Après avoir échappé à une tentative d'assassinat, il commence à avoir l'habitude, notez, Tintin reçoit un mystérieux message lui donnant un rendez-vous un soir. Lao Tzu a dit, il faut trouver la voie. Rita et Basmati, les grands riz, c'est Perlise. On note que le jeune chinois est doublé par William Corrin, un autre fameux comédien dans le domaine du doublage. Tintin, parce que c'est en gros ce qui m'a donné envie d'être comédien, c'est de jouer Tintin. Et j'ai fait le casting, j'ai eu le plaisir d'être dans les 3 derniers. Il y avait donc moi et il y avait Thierry Vermut qui fait la voix de Stan dans South Park et c'est lui qui a été choisi. Il faut trouver la voie. Ah oui. Il faut donc que vous la trouviez aussi. Et ensuite, vous connaîtrez la vérité. Puisque vous le dites. J'aime beaucoup les remarques ironiques de Tintin. Il devrait se lancer dans le stand-up. Constatez qu'une fois encore, stricto sensu, on ne voit pas vraiment le coup. Empoisonné, je m'en doutais. Le jeune homme, Didi, est le fils du chef d'une organisation qui combat Mitsuhirato, les Fils du Dragon. Ces derniers entrent en contact avec Tintin qui accepte de les aider. Permettez-moi de me présenter Wang Kenji. Ah, toi aussi tu as le droit à un point perlise. Ils interceptent les messages cryptés de Mitsuhirato, mais n'arrivent pas à les décrypter. Tintin s'y met et après un moment, il résout un message. Prenez les 2 premières lettres de chaque mot et vous obtiendrez, ce soir, 10h, Lotus Bleu. Oui, on sait tous que les messages cryptés étaient aussi faciles que ça. On se demande même pourquoi, quelques années plus tard, les Alliés ont eu tant de mal à décrypter Enigma. Oh les nuls. Bref, Tintin suit Mitsuhirato qui sort de la fumerie d'opium qu'il dirige, le Lotus Bleu. Il le surprend en train de faire sauter une voie de chemin de fer et d'accuser les terroristes chinois. Ce qui est un prétexte pour les Japonais de déclarer la guerre. Et c'est bien, la vision politique de cet album sur les tensions entre les deux pays n'a pas été totalement passée à la trappe, quoiqu'elle ait été nettement simplifiée. Hergé ici prend encore fait et cause pour la Chine, et ça n'avait pas plu à tout le monde évidemment à l'époque, notamment du côté nippon, on les comprendra. Mon pauvre fils, Didi. Tintin, ému par le sort du Didi, veut aller rencontrer un médecin qui pourrait le guérir, mais sa tête est mise à prix. Pour aller rencontrer ce médecin, Tintin doit passer en territoire ennemi. Mon commandant, on m'apprend que le nouveau général passera par ici ce matin, en tournée d'inspection. Mon général, l'inspection peut commencer. Oh, je ne me demande absolument pas qui est ce général en fait. Ça a permis à Tintin de passer, alors que, peu après, le vrai général se manifeste. Je vous dis, Scronono, que je suis le général. Ah, alors message pour Sapristi et Saperlipopette. Vous n'êtes plus assez ridicule, désolé. Ouais, bah non, je suis navré, hein, mais... Scrognogno, là, il vous bat, là, je suis désolé, hein, il faut bien le reconnaître. Tintin arrive jusque chez le médecin, mais il a été enlevé. Il prend le train pour aller au rendez-vous des ravisseurs, mais la voie est endommagée et il continue à pied. Là, il voit un jeune garçon en train de se noyer et l'aide. Vite! Gabon! J'arrive!
Dans l'album, ce dernier pense que les Européens sont cruels et ne comprend pas pourquoi Tintin l'a sauvé. Mais une nouvelle fois, le discours de méconnaissance entre les peuples de Tintin passe à la trappe. Quoi qu'on puisse en partie l'excuser par le fait que, dans les années 90, ces clichés étaient quand même pas mal passés. Chang l'aidera à se tirer de deux guêpiers, notamment les Dupont et Dupont, une fois encore chargés d'arrêter Tintin grâce aux magouilles de Mitsuhirato. Voici vos sauf-conduits de la police, messieurs. Fichu métier, nous voilà obligés d'arrêter un ami. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il faut que j'aille envahir la Pologne. Au final, Tintin infiltre la fumerie du Lotus Bleu pour apprendre qu'outre le médecin, les parents de Didi ont eux aussi été enlevés par Mitsuhirato, dont le boss n'est nul autre que... Rastapopoulos. Eh oui, Rastapopoulos. Oh, c'est inattendu. Grand maître du trafic international des stupéfiants. Vous, le chef de cette bande? Regarde. Le signe du pharaon kiosque. Et... allez, supposons qu'on prenne quelqu'un qui découvre totalement Tintin et ne sait pas que Rastapopoulos est un des méchants récurrents, c'était assez évident. Dans les albums du Diptyque encore, bon, on savait que Rastapopoulos était à Shanghai car Tintin l'avait vu à son hôtel, mais en dehors de l'altercation du bateau au début des cigares du pharaon, leurs autres échanges étaient toujours aimables. Or, dans l'adaptation, outre le fait qu'on entende la voix du méchant plusieurs fois dans les cigares du pharaon, on a aussi cette scène. Après la fin d'un échange courtois entre Tintin et Rastapopoulos, une fois que Tintin a tourné le dos, on voit Rastapopoulos faire une tête de méchant, donc... Le seul doute qu'on puisse avoir vient du fait qu'il puisse être mort suite à sa chute à la fin de l'épisode précédent, car dans la version animée du Lotus Bleu, la scène où Tintin le voit à son hôtel de Shanghai est absente. Mais donc... Les mains en l'air. Tout ce beau monde est vite arrêté, sauf que, comme Bobby Smiles dans Tintin en Amérique, ils ne sont à nouveau pas assez intelligents pour surveiller le chef étroitement. Donc oui, résultat, Rastapopoulos parvient à s'enfuir. Sauf que... Oh là là. Au nom de la loi, on vous arrête. Ouais, et pour une fois, les Dupont sont utiles. Avec leur maladresse, ils ont arrêté Rastapopoulos quand même, Tout est bien qui finit bien, Didi est guéri par le médecin, et contrairement à l'album, Mitsuhirato ne se suicide pas en prison. On peut donc dire que Mitsui a évité de se prendre un râteau. Enfin, l'épisode se finit avec un des rares moments d'émotion de la série, Tintin quitte la Chine et fait des adieux déchirants à Chang. Ton souvenir restera gravé dans mon cœur comme dans le cristal le plus pur. Au final, ce diptyque a conservé le côté encore un peu décousu des albums, particulièrement le premier qui a quelques grosses ficelles, mais je trouve que ce qu'il a décidé de conserver est plutôt pertinent. Comme je l'ai dit, oui, pas tout, j'ai quelques petites déceptions, mais il y a des choses qui passaient mal dans une adaptation moderne, même pour les dénoncer. Et il y a aussi la question de la durée. Chaque épisode devait être plié en 40 minutes, donc il fallait raccourcir. Toutes les péripéties des versions papier qui, de toute façon, ne se valaient pas, ne pouvaient être mises intégralement. Mais cette histoire conserve un attrait certain. On constate avec ces épisodes que cette série réussit très bien le travail d'ambiance, avec la musique d'abord, mais aussi en sachant quand respirer et quand avoir un rythme plus soutenu. On a une histoire avec certes quelques imperfections, mais aussi ses rebondissements, ses bons méchants, ses bons comic relief, ses mystères, ses divers paysages, ses scènes d'action variées, son émotion, tout ce qu'on demande à une bonne aventure. Vous savez, tout le monde a entendu parler d'Hergé car tout le monde connaît Tintin, mais dans les années 30, il se consacrait encore beaucoup à d'autres séries, comme Popol et Virginie au pays des Lapinos. Est-ce que ça fait pas envie? Et précisément, en janvier 1936, alors que la publication de L'Oreille Cassée a démarré le mois précédent, démarre celle des aventures de Jo, Zette et Joko. À l'époque, les abbés Gaston Courtois et Jean Pillan, qui travaillent pour l'hebdomadaire catholique Cœur Vaillant, demandent à Hergé de créer une BD spécialement pour leur journal, dans laquelle, cette fois, on suivrait les aventures d'une famille, alors que Tintin, lui, n'a pas de famille connue. Hergé accepte malgré le surcroît de travail, notamment par loyauté envers le journal qui a été le premier à publier Tintin en France, et donc contribuer à sa notoriété. Donc oui, on suit les aventures empreintes de science-fiction, de suspense et d'humour d'une petite famille, principalement un frère et une sœur de 11 ans, Jo et Zette, et de leur singe Joko. Un singe. Jo, diminutif de Georges, Zette, diminutif du prénom de la maman d'Hergé, Elisabeth, et Joko, le nom de la peluche préférée de sa femme Germaine. Leur père est l'ingénieur Jacques Legrand, et leur mère est assez transparente. On ne devrait pas s'en étonner d'une série des années 30, je suppose. Personnellement, j'ai découvert cette série à l'école primaire, car dans notre classe, vraiment dans la salle de classe, on avait certains albums. Et ça c'est beau.
La série était plutôt moderne pour son époque. Bon, avec de la technologie souvent porte-nawak, mais quelquefois aussi d'anticipation. Certains exploits vus dans les albums seront réalisés quelques années plus tard. Il n'y aura que 5 aventures, Hergé préférant se consacrer à Tintin, ne serait-ce que, encore une fois, pour une raison de planning. Et à cause de la guerre aussi, accessoirement, oui. La 5e aventure, qui deviendra la Vallée des Cobras, sera même interrompue à mi-parcours. Malgré les imperfections de cette série, son succès, évidemment à 1000 lieues de Tintin, sera tout de même assez important. Mais moindre que Quick et Fluke, bande dessinée démarrée un an après Tintin, le 23 janvier 1930. Au début, Quick, basé sur le collègue d'Hergé Paul Kéry, était tout seul, mais Fluke le rejoindra dès le 13 février, et ils formeront un duo inséparable. Dès Tintin en Congo d'ailleurs, Hergé les fera apparaître pour un petit coucou. C'est une série comique plutôt sympa, qui narre les mésaventures de 2 enfants bruxellois, adeptes de bêtises, qui causent bien des ennuis à l'agent de police du coin, l'agent 15, pardon. La période la plus prolifique de cette BD s'étend à peu près de 1930 donc, jusqu'à l'époque où la publication de L'Oreille Cassée a démarré, c'est-à-dire 1935. Il y en aura encore par la suite, mais nettement moins. Mais de 1975 à 1982 sortira une série de rééditions des gags en album. Une nouvelle avec des inédits supplémentaires ne tardera pas à sortir. Et pour aider à la promouvoir, entrera alors en jeu Johan Demore, le fils de Bob Demore, collaborateur d'Hergé. Nous sommes en 1984 au MIPTV à Cannes. Le MIPTV, le marché international des programmes de télévision. C'est un des endroits pour vendre ou acheter des programmes en production ou sur le point de l'être. Demore convainc Casterman de lancer le projet d'une série animée sur les 2 gardements. Naturellement, c'est bien moins risqué que Tintin, tant au niveau de l'aura dont bénéficie Tintin, je veux dire, il faudrait une adaptation qui lui rende justice et en 84, vu que l'animation belge et française est loin d'être aussi développée qu'aujourd'hui, bon courage, mais aussi au niveau de l'ampleur. Ce n'est évidemment pas le même budget, et s'il y aura tout de même 260 épisodes, ce seront 260 épisodes d'1 minute. Réalisé par le studio bruxellois Grafouille, coproduite par Casterman donc, la RTBF et le ministère de la Communauté française de Belgique. Je me serais plus attendu au ministère de la Culture par exemple, mais des Belges m'ont dit que non, c'était normal, alors... La série, que personnellement j'avais découvert dans un théma d'Arte, un théma concernant Hergé, connaît un vrai succès en Europe à partir de 1987, même si, outre-Atlantique, tout le monde s'en contrefiche. Elle contient son lot de clins d'œil à Tintin, évidemment. Même si Josette et Joko ou Quick et Fluke ne seront pas aussi emblématiques que le reporter à Houppette, quelque part c'est un peu dommage qu'ils soient autant éclipsés quand on parle des albums d'Hergé. Très productif dans les années 30, au point de s'user la santé, mais on y reviendra plus tard, il aura permis à ces 2 séries vraiment sympas de voir le jour. N'aurait-il créé, entre guillemets, que ces 2 séries-là, il n'y aurait vraiment pas de quoi avoir honte. Mais donc, fin 1935, alors que Quick et Fluke sont à leur apogée et que Josette et Joko sont sur le point d'arriver, c'est bien la 6e aventure de Tintin qui retient l'attention des gamins belges. Une aventure à nouveau différente des précédentes, car pour la première fois, une grosse partie de l'histoire se passe dans le pays de Tintin. Ce n'est pas expressément dit que c'est la Belgique, mais dans les faits, on peut dire la Belgique tout de même, oui. Et donc, on le voit chez lui, le début est dans un cadre plus quotidien, etc. Mais en partie seulement, car pour la première fois, il ira aussi sur le continent sud-américain. Dans cette histoire, Tintin et 2 méchants sont à la recherche d'un fétiche d'une tribu sud-américaine, les Arumbaya. Le fétiche est un vrai MacGuffin, mais ça marche plutôt bien. Il y a une vraie enquête relativement compliquée pour des enfants, et pour la première fois, Hergé a mis une légende en dessous de certaines cases, posant des questions aux enfants sur l'intrigue, les invitant à répondre par courrier, ce qui, il y a 90 ans, était quand même assez novateur. L'opération sera une vraie réussite, les courriers vont abonder, et pourtant il ne la refera plus. L'Oreille Cassée est en tout cas un nouveau succès, et voyons donc son adaptation. On ouvre dans un musée, où on voit un manutentionnaire faire son boulot. C'est le cas aussi dans l'album, oui, mais dans une adaptation télévisuelle avec les Américains derrière pour qui faut que ça soit efficace et péchu avant tout, on pourrait s'étonner que la scène dure plus d'1 minute. Mais c'est vrai qu'il y a quelques clins d'œil à ce qui se passera plus tard, comme on dit outre-Atlantique, du foreshadowing. Et puis on se doute que si on est là, c'est qu'il va forcément se passer quelque chose, et oui, un voleur s'empare d'une statuette. Tintin va sur les lieux, salue Hergé, pour couvrir l'événement, attendez, un document rare et précieux? Rendez-vous compte, Tintin est en train de... bosser? Oui, plus sérieusement, enfin quoique, puisque c'est plutôt marrant, on le voit un peu faire dans les 3 premiers albums, pas vraiment dans les 2 suivants, et dans ce 6e album, et par conséquent ce 4e épisode, c'est la dernière fois qu'on le verra faire son métier. Pourtant, généralement, notez qu'il ne manque pas de pognon, Donc, le fétiche d'une tribu sud-américaine appelée les Arumbaya est volé, mais restitué. J'avais parié que je réussirais à vous dérober ce fétiche, j'ai gagné mon pari, je vous restitue l'objet volé, signé X.
Tintin se renseigne sur les Arumbaya dans un bouquin écrit en lorem ipsum un peu voyant, puisque c'est clairement toujours le même paragraphe répété, et constate que le véritable fétiche a l'oreille cassée, celui restitué est donc un faux. Tintin entend alors un flash à la radio et apprend que Balthazar, un sculpteur d'art primitif, a été retrouvé mort à son domicile, tué par une fuite de gaz. Curieuse coïncidence. Ouais, enfin, tu sais, Tintin, des sculpteurs, c'est pas ça qui doit manquer, hein, parce que tu m'écoutes pas. Tu m'écoutes pas, là. Ok. Tintin soupçonne vite un meurtre, car le gaz n'a pas tué le perroquet du sculpteur Balthazar, qui, lui, n'a rien. On a tué Monsieur Balthazar parce qu'il avait sculpté une réplique du fétiche et on ne voulait pas qu'il parle. Oh, si seulement j'avais une preuve ou un témoin. En tant que témoin, Tintin pense naturellement au perroquet, mais entre-temps, la concierge l'a confie à quelqu'un d'autre, qui le laisse échapper. Ah si, un perroquet qui était né de mon grand-père. Le pauvre, il va se retourner dans sa tombe. Cet homme hispanique s'appelle Ramon Bada, et il est de mèche avec un certain Alonso Pérez. Les deux passent une annonce pour retrouver le perroquet. Voyant que Tintin a fait la même chose, Ramon lui rend une petite visite nocturne amicale. Les deux complices finissent par récupérer le perroquet et tentent une nouvelle fois d'éliminer Tintin en l'écrasant avec leur Citroën, ce qui permet à Tintin de les retrouver car il a relevé le numéro de leur plaque d'immatriculation. Eux aussi veulent savoir qui a tué Balthazar et espèrent que le perroquet leur révélera. Ce qu'il finit par faire. Rodrigo Tortilla, tu m'as tué! Rodrigo Tortilla? Oui, c'est comme ça dans l'album aussi, et ce sont des paroles parfaitement crédibles pour une personne agonisante, n'est-ce pas? C'est même dommage qu'il n'en ait pas profité pour donner plus de précision. Ah, Rodrigo Tortilla, âgé de 41 ans, originaire de Barcelone, les yeux bleus, les cheveux bruns, environ 84 kilos, oui, il a pris un peu de poids dernièrement, résident au 123 rue Bidon, tu m'as tué pour t'emparer d'un fétiche Arumbaya. Comme l'a d'ailleurs dit le garagiste de ma belle-sœur, je décède. Les deux méchants retrouvent la trace du dénommé Tortilla sur un paquebot. Tintin les suit, astucieusement déguisé. Premier service pour le dîner. Dans l'album, il se fait passer pour un serveur noir. Ici, il est juste moustachu. Oui, ça passait dans les années 30, mais dans les années 90 déjà, les blackfaces, on évite. En passant, vous ne verrez aucun noir dans cette série, alors qu'ils sont légion dans les divers albums. Hein. Bref, jusqu'au moment où il se dévoile aux deux méchants qu'il fait arrêter pour avoir tué Tortilla dans sa cabine, on ne montre pas que c'est Tintin déguisé, on voit juste un serveur passer de temps en temps. Je ne sais pas si c'est censé être une surprise pour le spectateur, mais si c'est le cas, elle est mal entretenue. Terminé, on ne joue plus. Caramba! What a twist! La deuxième partie commence, mais un des petits soucis de cet épisode apparaît. Pour la première partie de l'épisode, ils ont adapté les 20 premières pages de l'album, ce qui signifie qu'il en reste 40 à caser pour la deuxième, sachant qu'elle dure 1 minute de moins que la précédente. Oui, puisque ça ne se voit pas quand on regarde les éditions DVD récentes, puisque les deux parties sont d'une traite, mais les deuxièmes parties des épisodes, dans leur durée totale, prennent le résumé de la première partie en compte, souvent inclus pour les diffusions télé de nos jours. Je me rendais chez le Maharaja de Rawajputala quand je reçus un message de Shanghai. Du coup, alors que la première partie se déroule assez tranquillement, avec notamment l'intro assez posée pour l'ambiance dont j'ai parlé, la deuxième partie supprime beaucoup de choses, ce qu'on ne sait pas si on ne connaît pas l'album. Mais même dans ce cas, on peut en revanche sentir le rythme parfois un peu rushé. Évidemment, il faut voir l'épisode et non résumé par moi pour s'en rendre vraiment compte. Mais reprenons. Tintin réalise que Tortilla n'avait pas le vrai fétiche en sa possession quand Ramon et Alonso achètent le policier chargé de les surveiller et sont libérés. Tintin convoqué par le ministère de la Justice en tant que témoin s'y rend, mais quelqu'un a mis des bombes dans sa valise et il est condamné à mort. Comme il y a l'ivresse, on fait sauter un des meilleurs moments de l'album, celui que je préférais étant enfant, celui où Tintin buvait avant son exécution et se retrouvait ivre et totalement joyeux. Après tes armes! Andrew! Ah oui, bon, ok, j'ai rajouté ça. Non, à la place, quelle coïncidence, à la dernière seconde, des insurgés pénètrent dans le palais et le délivrent, un coup d'état a eu lieu, le général Alcazar a pris le contrôle du pays. Ce dernier a pas mal de scènes dans l'album, mais comme l'aurait cassé à quelques intrigues secondaires qui ont été enlevées, son rôle est donc ici assez réduit. Parce que de quoi détromper ceux qui pensent que Tintin ce n'est que pour les gamins, il y a carrément un propos sur les grandes firmes se mettant des états dans la poche pour leurs intérêts économiques, même si ça veut dire la guerre, avec des discussions sur les pourcentages, les concessions pétrolières, les vendeurs d'armes démarchant simultanément 2 pays pour leur profit. Je veux dire, voilà quoi, Tintin, BD basique pour les gosses? Pas toujours, merci. Cela dit, il y a quand même une bonne chose dans le fait que cette sous-intrigue soit supprimée, parce que ça supprime du même coup une chose qui m'a toujours paru incohérente dans les albums. Dans l'oreille cassée, on parvient donc à faire croire au général Alcazar que Tintin est un traître et il veut le faire arrêter. Or, lors de leur rencontre suivante dans les 7 boules de cristal, Alcazar considère Tintin comme un ami et est heureux de le revoir. Même enfant, j'avais noté cette étrangeté, je ne trouvais pas ça normal. Donc, que cette partie de l'histoire ait été évacuée pour des raisons de durée n'est pas forcément une mauvaise chose. Ah, et voilà!
échecs et maths. Ah, vous osez même battre moi? Oh, ne soyez pas trop dur avec vous-même, général. Ça ne doit pas être facile de distinguer votre jeu de celui de Tintin avec des pièces qui ont toutes la même couleur. Oui Michel, surtout qu'elles apparaissent et disparaissent à leur guise. De 6, elles passent à 7 sur le plan suivant, puis le général les vire toutes. Pourtant, elles réapparaissent, en position verticale sur un plan et renversées sur le suivant. Le soir, Alonso et Ramon kidnappent Tintin. Heureusement, qui c'est qu'elle a? Ouais, c'est vraiment un chien très intelligent. Alors, où est le vrai fétiche? Parle! Sinon, quick! C'est ça! Parlons-en! Ils leur faussent compagnie, mais le poursuivent. Saperlipopette! Mal poli. Oh merde, non! Tu vas nous tuer! Ça marche dans les films. Caramba, on a perdu 10 secondes, on ne pourra jamais le rattraper. Tintin décide de remonter à la source et d'aller chercher le fétiche chez les Arumbaya. Il engage un guide. Chez les Arumbaya. Hein? Arumbaya, c'est très mauvais. Moi, pas vouloir aller. Caraco ira. Notons que Caraco au départ se nommait Cararo, mais que ça a été changé vu ce que ce mot voulait dire en espagnol. Son expédition dans la jungle est intéressante grâce à son atmosphère, la série prouvant une fois encore que musicalement, elle est véritablement au top. Profitant de la nuit, Caraco abandonne Tintin. Après avoir échappé à la mort une nouvelle fois, ce dernier finit par rencontrer les Arumbaya. Dans l'album, leur langue est inspirée d'un dialecte bruxellois. Je vous avoue humblement que, pour ce que j'en entends dans la version animée, je ne suis pas sûr. Un explorateur ami des Arumbaya traduit les propos du chef de la tribu et raconte l'histoire de la visite d'un homme nommé Walker et d'un jeune garçon nommé Pérez, il y a des années, le jeune Alonso Pérez. Il a volé une pierre précieuse aux Arumbaya et l'a cachée dans le fétiche. Il pensait emporter le fétiche, mais c'est finalement Walker qui l'a remporté en Europe. Donc, oui, Tintin, tu es venu ici pour te voir repartir au point de départ. Pas de bol. Et sans vouloir te spoiler, ça t'arrivera encore à l'avenir. Tintin revient en Europe et apprend qu'un riche américain a acheté le vrai fétiche et s'est embarqué pour une croisière, mais Ramon et Alonso aussi. Ils volent le fétiche au riche américain, cette fois le vrai, mais Tintin leur fait obstacle, ils finissent par tomber tous les trois à la mer. Dans l'album Tintin est repêché, les deux autres meurent noyés. Ici, on a adouci la situation. Ils sont sauvés et supposément envoyés en prison. En un sens, c'est un peu dommage d'être aussi frileux, mais je peux le comprendre. Dans l'album, donc, il y a eu deux versions différentes. La première des deux cases n'ayant pas plu à Cœur Vaillant qui a demandé à RG de changer pour celle-ci, mais c'est bien la première qui sera retenue en version album. Le riche américain fait en tout cas don du fétiche original au musée, et tout rentre dans l'ordre. L'Oreille cassée est le premier album avec une enquête aussi poussée et une intrigue aussi tortueuse. Cette adaptation l'a quelque peu simplifiée, ce qui se comprend sans mal. C'était probablement un des albums les plus ardus à transposer à l'écran, et si ça passe par des coupes parfois drastiques, ils s'en sont bien tirés. À titre personnel, ce n'est pas l'aventure que je préfère, mais il faut reconnaître qu'elle n'est guère prévisible, rondement menée, et que l'atmosphère, une fois encore, est bien rendue. Ah, l'île Noire. C'est un gros morceau à aborder puisque c'est une histoire qui a 3 versions et dans la chronologie des albums, c'est le premier épisode à avoir été adapté 2 fois. Le 14 avril 1937 démarre la publication de cette aventure qui n'est pas encore nommée l'île Noire. D'ailleurs oui, je ne l'avais pas précisé en parlant des cigares du Pharaon et du Lotus Bleu, mais c'était déjà le cas pour ces deux aventures-là. Le titre définitif ne sera pas révélé avant la sortie en album. Pour l'île Noire, au départ, c'était juste les nouvelles aventures de Tintin. Pour la première fois, Tintin restera en Europe tout du long de l'aventure, qui cette fois aura majoritairement l'Écosse pour cadre. Un album à l'intrigue très en phase avec son époque, plein de petites erreurs qui seront corrigées dans la deuxième édition dont on reparlera dans une future vidéo. C'est également une histoire moderne mine de rien. À l'approche de la fin, donc une page publiée au printemps 1938, Tintin entend des voix derrière une porte et réalise que c'est en fait la télévision. Or, en 1938, évidemment, la télé c'était quelque chose. En Grande-Bretagne, le tout premier reportage retransmis en direct avait moins d'1 an. Et à propos de télévision, il va être temps de parler de la première série d'animation de Tintin. En 1954, Raymond Leblanc, qui est l'éditeur du journal de Tintin, on reparlera de lui un jour,
a l'intention de devenir le premier producteur de dessins animés européen. Pour les histoires, il a une forte base, les nombreux héros du journal de Tintin. Et à l'automne 1954, ouvre la société Bellevision. Au départ, la technique est particulièrement artisanale. On photographie les cases de bande dessinée, on doit redessiner ce qui était couvert par les phylactères, et pour faire bouger une tête, par exemple, on tire des languettes. Plusieurs semi-dessins animés, disons, sont réalisés comme ça, et en 1956, Raymond Leblanc convainc Hergé de le laisser faire une adaptation de Tintin, en l'occurrence du Sceptre d'Ottokar. Hergé accepte à quelques conditions, notamment que Bob Demore supervise le projet. Ce sera coproduit avec la télévision française, la RTF à l'époque. Après plusieurs mois de travail, la série est diffusée à partir du 28 novembre 1957. Le commentaire et toutes les voix sont de l'animateur de radio et de télévision Jean Nohain. Jean Nohain est mort. Et autant en France et en Belgique, les 14 personnes qui avaient une télé en 1957 ont été séduites, autant Hergé a été assez déçu du résultat rudimentaire. Ici, des extraits du deuxième et dernier épisode, L'oreille cassée, diffusé à partir de juillet 1959. Évidemment, ça a un certain charme aujourd'hui, mais bon... On peut comprendre que les gens, notamment les enfants, dans un nouveau média comme la télé et la première fois qu'ils pouvaient y voir Tintin à l'époque, aient été émerveillés, mais on comprend aussi que les gens de la RTF aient été insatisfaits. Oh non, ne t'envole pas, s'il te plaît. Et encore, avec l'implication d'Hergé, L'oreille cassée est plus abouti que le Sceptre d'Ottokar, c'est dire. Non, j'ai dit que je ferais pas cette blague et je m'y tiens. Grâce à l'arrivée de Ray Goossens, qui a fait ses armes dans le dessin animé publicitaire, le celluloïd est désormais utilisé sur les autres productions de Bellevision et, fatalement, les progrès se font sentir. Entre alors en jeu Jacques Grigneff, qui, à Paris, dirige Télé Hachette, une société de distribution, mais aussi un studio de cinéma à Los Angeles. Il contacte Raymond Leblanc car il est intéressé par Tintin. Il présente le producteur Larry Harmon à Hergé et Leblanc. Le contrat est signé, Hergé essaie de bien transmettre l'esprit Tintin à Harmon, mais est-ce qu'il s'en est royalement fichu ou a-t-il mal transmis les directives aux scénaristes et réalisateurs du pilote? Toujours est-il qu'Hergé, assistant à la production du pilote, le fera arrêter avant même la fin de la première minute. Dans le trait, surtout pour le premier épisode, on sent aussi l'influence du style des cartoons américains de l'époque. Je veux dire, on pourrait s'attendre à voir popper Fred Pierre à feu. Le contrat est brisé après le pilote et les Américains sont désormais écartés, sauf Charlie Chose, scénariste chevronné pour la télévision. Comme Michel Gregg, le futur créateur d'Achille Talon, parle anglais, Hergé lui propose désormais de bosser avec Chose sur les scénarios, avec comme but de défendre l'esprit Tintin car Chose s'en contrefiche de Tintin. Gregg accepte, mais malgré tout, les différences seront quand même nombreuses. Il y aura pas mal d'éléments modifiés, supprimés ou édulcorés. C'est cartoonesque dans le mauvais sens du terme car particulièrement irréaliste, ça suit les albums très vaguement, on s'attarde sur des choses sans importance pour que d'autres traînent en longueur, Haddock n'est plus alcoolique, Tournesol n'est plus sourd, les Dupont prennent beaucoup de place. Maintenant, j'ai quand même quelques bons souvenirs de cette série malgré tout, et je sais que je ne suis pas le seul. Je ne devais pas être très exigeant quand j'avais 8 ans. Les enfants, même ceux qui, comme moi, avaient lu les albums assez jeunes et donc voyaient les différences, n'ont pas été trop exigeants et ont apprécié les quelques histoires adaptées. Au contraire d'Hergé, passablement hérité des libertés prises. Et donc, si depuis quelques minutes, je vous parle de la genèse de la série Bellevision, c'est parce que, avec cette série de vidéos, comme je vais dans l'ordre chronologique des albums, il est temps. Ils ont commencé avec l'Aventure lunaire, mais Ligne Noire est le plus vieil album à avoir été véritablement adapté, si ce n'est la version semi-animée de L'oreille cassée. Et force est de constater que ça a mal vieilli. L'animation est très sommaire et les décors peu détaillés. Il y a plusieurs fois des bruits très cartoonesques. La musique de fond ne s'arrête jamais, mais j'entends jamais. Bon, il y a plus d'une fois où elle est très discrète, mais c'est à croire qu'il n'avait pas entendu parler de modulation d'un effet à l'époque. Et même lors des crescendo dans l'action, il n'y a guère d'air qui reste en tête. Du côté scénario, les scènes totalement inventées sont légion, et autant dans certaines adaptations, on le fait parfois dans un souci de simplification pour relier deux scènes du matériau de base de manière plus fluide. Là, non, c'est juste histoire de mettre plus d'action. Cela dit, je peux excuser le fait qu'ils aient placé Tournesol et Haddock alors qu'ils n'apparaîtront pas avant plusieurs albums, histoire de renforcer l'aspect bande que prendra Tintin au fur et à mesure. Le jeu des acteurs, lui, est... bon, mieux vaut un bon exemple qu'un long discours. Oh mais non! Oh mais si! Ne peut-il bien sortir, celui-là? Imbécile, tu l'as touché. Je vais refaire le tour de l'île et essayer de nouveau. Je suis perdu. Voilà, pour moi, c'est assez compliqué à regarder sans s'ennuyer aujourd'hui. Voyons donc la version ellipse.
Donc nous retrouvons Tintin et Milou en balade en pleine campagne qui voient un avion tombant en panne. Tintin remarque qu'il n'est pas immatriculé et non sans raison. Deux hommes louches lui tirent dessus pour éviter qu'on ne mette le nez dans leurs affaires. Mais la blessure n'est que superficielle naturellement. Naturellement parce qu'on sait qu'il ne va pas mourir, mais parce que c'est particulièrement le cas dans Tintin quand même. La balle le frôle toujours. Oh, quelle veine! On peut dire que vous avez eu beaucoup de chance, jeune homme. Tiens, ce jeune homme me fait penser à quelque chose qui m'a toujours interloqué, même enfant. Bon, Tintin est en effet un jeune homme, mais Hergé lui-même et beaucoup de lecteurs de Tintin lui donnent en âge dans les 15 à 17 ans. Steven Spielberg, la première fois qu'il a parlé de Tintin, lui donnait entre 13 et 16 ans. Mes neveux, qui s'appelle Stéphane, il m'a dit, est-ce que tu oseras lui poser une question? J'ai dit oui. Il m'a dit, quel âge a Tintin? Ah, ben, vous avez répondu, c'est un reporter de 15 ans. C'est ça. Or, je ne vois pas comment il pourrait être aussi jeune. Je veux bien que dans les années 30, les choses étaient différentes, mais en plus du travail, il vit seul, il conduit, il fallait déjà avoir 18 ans pour conduire à l'époque, en Belgique. Donc, comment pourrait-il être seulement adolescent? C'est à croire que ces histoires sont inventées de A à Z. Bref, revenons à l'hôpital. Tintin apprend des Dupont venus en visite de courtoisie qu'on a retrouvé l'avion dans le Sussex. Tintin décide d'y aller pour tirer cette affaire au clair, lui qui a toutes les raisons du monde de le faire, comme ne pas être policier et à aucun moment vouloir faire un article dessus. Oui, on lui a tiré dessus, mais justement, en principe, quelqu'un de normal voudrait plutôt éviter de se reprendre une balle. Bref, il prend le train où deux complices des aviateurs le voient et montent un coup contre lui. Quelqu'un m'a assommé et m'a volé mon portefeuille. Dupont et Dupont? Mais c'est lui! C'est mon agresseur! Moi? Main en l'air, Tintin! Décidément, pour des amis de Tintin, les Dupont sont toujours très prompts à le croire coupable d'emblée. Mais Tintin leur fausse compagnie et s'enfuit dans un petit village, les Dupont à ses trousses, mais il perd de sa trace un instant. Dites-moi, mon brave, n'avez-vous pas vu passer un jeune homme? Oh, je ne me demande absolument pas qui est ce vieux grand-père, en fait. N'empêche, ok, donc, Tintin s'est introduit par effraction dans une maison pour jouer ce rôle, et ensuite, allez savoir où, il a trouvé une fausse barbe et de faux cheveux blancs. Je crois bien qu'il est parti par là. Bien, nous le tenons! Oui, et maintenant il croit intelligent de les rappeler, bien sûr. Alors, par là. Après avoir ridiculisé les Dupont un tout petit peu, Tintin prend le bateau jusqu'en Angleterre, mais les deux méchants le prennent en otage. Heureusement, Milou, toujours aussi intelligent, vient à la rescousse en provoquant la colère d'une chèvre. Et ça marche. Ah! Non, bien sûr, il s'est rattrapé, même si, vu sa position lors de la chute, je me demande bien comment. Il arrive finalement jusqu'à l'épave de l'avion et il trouve un manteau qui a appartenu à un des aviateurs, et dans lequel se trouve un papier avec un code secret et le nom de Müller. Tiens, un Allemand méchant dans un album datant de 1937. Coïncidence sans doute. Ah, Docteur Müller. Maintenant, je dois noter un petit raté de l'épisode qui ne nous introduit pas vraiment le personnage de Dr Müller. Dans l'album, bon, il fait comme tout bon méchant idiot, il parle de son plan diabolique à Tintin. Mais au moins on le présente. Mais là non, l'épisode agit comme si on savait déjà tout sur lui. On passe directement de Tintin emprisonné par le complice à Müller qui appelle l'asile en essayant de faire passer Tintin pour fou. Mais comme Müller a la bonne idée de tourner le dos à Tintin, ce dernier brûle ses liens dans la cheminée, sans se brûler les mains, va savoir comment, et s'échappe. Attrape! Oh! À nous de maintenant! Mais dans la bagarre, un incendie est déclenché. Incendie plus suggéré qu'autre chose, on ne voit pas des masses de flammes, dommage. Sauvé par un pompier alors que les méchants s'enfuient, il se retrouve à l'hôpital. Alors, il n'en a pas assez bavé pour que la première chose qu'il voit à son réveil, c'est la gueule des Dupont, même amicale. Tintin, à propos de cette histoire dans le train... Oui, nous sommes confus, c'était une malheureuse méprise. Et vous le savez innocent maintenant parce que... En attendant, il retourne sur les lieux de l'incendie et comprend finalement que le message codé est celui d'un avion qui doit larguer quelque chose. Malgré l'intervention pas du tout slapstick de redoutable Rateau... Oh, c'est mon Rateau, Tintin! Oh, c'est rigolo, ça, alors! Tintin parvient à coincer Müller et ses complices, dont le trafic et de la fausse monnaie. Un thème bien en adéquation à son époque, particulièrement courant dans l'entre-deux-guerres. Lorsque la police apprendra l'existence de votre trafic, vous n'échapperez pas aux longues vacances derrière les barreaux. Votre compte est bon, mes gaillards! Le docteur Müller et ses acolytes furent acquittés lors du procès, car le journaliste Tintin avait eu la mauvaise idée de laisser s'envoler des preuves. C'est la fin de la première partie, et si l'épisode ne s'appelait pas L'île Noire, c'est sans doute la première fois où l'histoire pourrait s'arrêter là. Après tout, il semble avoir dénoué toutes les pièces du puzzle. Mais en début de deuxième partie, les deux s'enfuient et démarrent alors une nouvelle course-poursuite. Mais courageusement, Tintin essaie de sauter sur le toit de leur voiture et...
Ça, c'est con. Mais ça n'arrête pas, il est pris en stop. Je suis à la poursuite de bandits qui ont fui en auto. Vous voulez m'aider? Oh, yes, very exciting. Oh yes, I am absolutely not dubbed by a French person. Obviously, I'm a real Englishman. Tintin enchaîne course-poursuite sur course-poursuite et le voilà même qui saute sur le toit d'un train. Vous pourriez dire pardon tout de même. Mais voyons, jamais une excuse, jamais un bonjour, ni même un au revoir. Belle éducation. Et oh Madame Olson, tu te calmes là? La poursuite continue et continue et... Ben, ça arrive dans beaucoup d'épisodes, mais c'est vraiment particulièrement le cas dans celui-ci. Tintin est pire qu'un Parisien, il court tout le temps. Ça donne vraiment un rythme effréné à l'épisode. Il les suit jusqu'à un aérodrome. Les Dupont arrivent à point nommé pour réquisitionner un avion, mais sans le savoir, ils forcent un pauvre mécanicien à piloter à leur grand malheur. Tintin opte pour une autre solution, il décide de piloter lui-même. Ouais, visiblement il n'est pas très doué. J'aime bien comme dans cet épisode, Tintin se fait tirer dessus, pas grave, quelques heures à l'hôpital il est guéri. Il est victime d'un incendie, pas grave, quelques heures à dormir à l'hôpital il est guéri. Son avion se crache, pas grave, quelques heures à dormir chez un villageois, il n'a pas une égratignure. Tintin se dirige alors vers le petit village de Kiltor. On pouvait s'en douter dans l'oreille cassée puisque le San Theodoros est carrément un pays fictif, mais là, même si on est dans un vrai pays, Kiltor, ou Eastdown plutôt, à l'instar de Rawajputala en Inde dans les Sicars du Pharaon, sont des lieux fictifs. Encore une fois, cet épisode dépayse bien. Musicalement, la série sait toujours y faire. Vous commencez à avoir l'habitude que je vous le dise, je sais, mais ça ne va pas de soi. Honnêtement, par exemple, la série des années 60, c'était généralement très oubliable. Les habitants, eux, sont terrifiés par une île maudite, non loin d'ici, qui serait habitée par un monstre. N'écoutant que sa démence, Tintin n'a qu'une envie, y aller. L'île Noire! Ah non! Je vous préviens tout de suite, il n'en est pas question, vous ne reviendrez pas et mon canotte sera perdu. Et si je vous l'achète, votre canotte, hein? Quand je vous disais qu'il était toujours plein de blé, on ne sait comment. Ou alors, ce filou a gardé une liasse de phobie l'autre jour, allez savoir. Le voilà sur l'île, déserte et lugubre. Et voici King Kong, Ranko. Un gorille que j'ai longtemps soupçonné d'être doublé par Christian Pélissier, la voix française du Capitaine Haddock. Vu ses cris, ça ressemblait. Sauf que non, car en VO c'est pareil. Ranko est dressé par les faux monnayeurs. Tintin a ces derniers sur le dos, à peine a-t-il échappé au gorille. Oh, le canot a disparu. Mais trouve un passage secret qui lui permet de revenir dans le château. Il envoie un message à la police, mais les bandits reviennent à la charge. Une vedette se dirige vers l'île Noire. 2 hommes de la police secrète qui sont à votre recherche ont pris place à bord. Tintin, vous me recevez? Terminé. Ah, Dieu merci, c'est terminé. Pendant un instant, j'ai été inquiet. Ranko, lui, fait une chute dans les escaliers grâce à Milou et se démet l'épaule. Êtes-vous sûr qu'il n'est pas dangereux? Ranko? Mais non, il est doux comme un agneau. Il est doux comme un agneau. Oui, la chute l'a mystérieusement rendu gentil. Tout est arrangé, les méchants arrêtés, et Tintin pose même avec Ranko dans ce journal. Comme souvent, on pourrait dire que le rythme très soutenu est un souci, parce que même en 40 minutes, cet épisode va à fond la caisse. Mais il est vrai que Tintin, ça a toujours été une BD dans le mouvement. Ça court, ça saute d'un lieu à un autre en une case, ça permet d'explorer des contrées pleines de mystères, et l'épisode semble le reflet. Les faiblesses scénaristiques sont moindres que dans les épisodes précédents, bien sûr, ça n'empêche pas quelques passages fantaisistes. Ça reste un dessin animé grand public. Mais l'ensemble se tient pas mal. Le côté surchargé en événements et en saut de situation de l'épisode fait qu'on a vraiment l'impression de voir un petit film tant il se passe de choses. À ce stade, ce 5e épisode est d'ailleurs probablement l'adaptation la plus fidèle à l'album. Il n'y a pas vraiment de sous-intrigue dans la version papier, donc les coupes viennent plutôt de petites scénettes, rien de si important. Après, même si noter les différences des versions peut être parfois intéressant, à mon goût, la fidélité absolue au matériau de base n'est pas forcément un gage de qualité. Enfin, oui, jusqu'à un certain point, j'ai mes limites aussi. En soi, c'est un épisode trépidant, mélangeant bien le côté gangster classique à un côté plus mystérieux, et c'est très bien comme ça.
On pourrait faire la remarque pour beaucoup de publications des années 1930, mais c'est vrai que dans ces jeunes années, Hergé était vraiment très productif. Il y avait généralement moins de 2 mois entre la fin de la publication d'un album et le début de la publication du suivant, quand on sait ce qu'il en sera dans les dernières années. Par exemple, donc, celle de l'île Noire s'était terminée à la mi-juin 1938, et début août démarrait déjà celle du futur sceptre d'Ottokar, nommé pour le moment Tintin en Sildavie. Je le disais lorsque j'évoquais l'île Noire, le thème des faux monnayeurs était vraiment un thème de son temps. Mais le sceptre d'Ottokar va encore plus coller à l'actualité de l'époque, et naturellement, la fin des années 30, 5 mois avant l'arrivée de la nouvelle aventure de Tintin dans le petit 20e, l'Allemagne du Troisième Reich a annexé l'Autriche, et l'Albanie se prépare à l'être par l'Italie. Or, dans cette histoire, le mystérieux Mustler, de la menaçante Bordurie, initie un complot pour envahir son voisin, le petit et inoffensif royaume de Sildavie. La Sildavie, parlons-en. Avec ce 8e album, Hergé en est déjà à son 4e pays inventé. Mais avec cette Sildavie, c'est la première fois qu'il se penche autant sur les détails et donne vraiment vie à un petit pays. Avec sa langue, sa monnaie, ses costumes typiques, ses symboles, ses paysages. C'est un royaume avec toute une histoire, attaché à ses traditions, peu moderne d'ailleurs. Hergé a pioché dans divers pays pour créer celui-ci, et il présente tout ça sans pour autant être trop lourd. Ok, Tintin consulte une brochure lors d'un voyage qui l'y mène, ça prend 2 pages sur plus de 60 dans l'album, et même pas 30 secondes en dessin animé. Sinon, ce seront des petits détails disséminés par-ci par-là. La publication de l'aventure se termine le 10 août 1939. L'album s'appellera finalement Le Sceptre d'Ottokar 4, puis à la demande de Casterman, car plus simple à prononcer, raccourci simplement en Le Sceptre d'Ottokar. L'album est aussi important pour une raison particulière, c'est celui qui introduit la Castafiore. Bianca Castafiore, une cantatrice internationalement célèbre. À l'instar du père d'Hergé qui avait un jumeau qui a sans doute inspiré la création des Dupont, il avait une tante avec une puissante voix qu'il n'aimait pas entendre chanter étant gamin. Ça explique sans doute la création de cette chanteuse d'opéra que les personnages principaux n'aiment pas entendre chanter. Elle est italienne, elle est surnommée le rossignol milanais, son âge, c'est impoli de dire l'âge des dames. Elle a 45 ans, elle a un caractère bien trempé, est souvent agaçante, mais a aussi aidé plusieurs fois Tintin. C'est du reste le seul personnage féminin d'importance de la série, si ce n'est dans une moindre mesure sa dame de compagnie, Madame Irma. Et c'est une des critiques qui a été faite à Hergé et Tintin, la faible présence de femmes et le fait que la seule qui ait de l'importance soit aussi agaçante. Cela dit, c'était fréquent dans les BD de l'époque, Si le personnage principal était masculin, l'univers global l'était. Et si on prend l'autre BD la plus connue encore aujourd'hui, Astérix, ça a progressivement évolué de ce côté-là, mais il a fallu du temps aussi pour que les femmes soient mises en avant et bien loties. À ce sujet, Hergé disait ceci. Mais il n'y a pas de femmes dans vos... Si, il y en a, mais ce sont des caricatures, elles doivent être des caricatures. Il y a la Castafiore, c'est une caricature. Il y a une concierge par-ci, oui, mais c'est tout. Oui, je n'aime pas de caricaturer les femmes. Je ne suis pas à l'aise pour faire des dessins de femmes. Oui. Caricature, j'entends. Mais malgré tout, oui, Tintin est un univers très masculin. Après, malheureusement, qui dit personnage féminin dans une série avec un héros masculin dit souvent love interest. Et personnellement, je trouve ça quand même reposant de ne pas avoir de romance pour une fois. Mais bref, venons-en au cœur de la vidéo, les adaptations animées. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, c'était le premier album adapté pour la télévision, mais on va bien sûr se concentrer sur la version Ellipse. On ouvre avec Tintin se promenant dans un parc avec Milou et qui trouve une serviette abandonnée sur un banc. Il y trouve le nom du propriétaire, Nestor Alambic, et décide d'aller la lui rendre. Bonjour. Ah, bonjour, Madame Pirotte. Pardon? Oui, on caractérise le professeur Alambic comme un vieil homme érudit, mais aussi loufoque et distrait. Il est étroitement surveillé par des types avec de splendides moustaches, il faut leur accorder ça, mais également assez louches. Par hasard, Tintin ne tarde pas à s'en apercevoir. Je te dis que ce Tintin ne m'inspire pas confiance et qu'il nous faut sa photo. Oh, et puis j'en ai assez. Il suit un des hommes qui s'introduit dans un restaurant et en profite donc pour faire croire que lui-même veut manger. Il profite de l'excuse d'aller se laver les mains pour s'esquiver. Et pour le professeur Alambic, nous attendons demain qu'il ait reçu les papiers de l'ambassade. Alors, si vous vous demandez, non. On ne part pas dans une intrigue où il soupçonnerait les gens chargés de l'isolation des bâtiments bruxellois de détourner de l'argent. Mais c'est vrai que ça peut prêter à confusion. Non, tout semble tourner autour du professeur Alambic. Que faites-vous là? Excusez-moi, j'ai mal compris. Je me suis égaré. C'est au fond du couloir à droite. Camarade. Attention Tintin, c'est un communiste. Eh oh, HBO, vous surveillez les fréquentations de vos héros ou quoi? Bref, plus tard, alors que Tintin sort du restaurant, le cuisinier trouve sa cuisine ravagée. Oh! Même si, alors déjà, il a dû s'absenter de sa cuisine drôlement longtemps, mais surtout, Milou a apparemment ouvert le frigo et bu l'alcool. Très fort quand même. Ah! Une dernière fois, mêlez-vous de vos affaires.
Après ces 2 menaces de mort, Tintin décide naturellement de ne pas foutre la paix à ces gens et de pousser ses investigations plus loin. Il décide d'accepter la proposition du professeur Alambic qui comptait se rendre en Sildavie et avait besoin d'un secrétaire. Il avait refusé faute de temps. Désolé professeur, mais je ne suis vraiment pas libre. Sans doute surchargé par son boulot, c'est la seule explication. J'ai un paquet pour Monsieur Tintin. Il n'est pas là, mon garçon. Laissez, nous lui remettrons nous-mêmes. Bah, on m'a dit qu'il fallait que... Il n'y a pas de mais. Police, donnez-moi cela. Sinon, je t'arrête pour violation de copyright pour avoir copié le look de Quick. Les 2 policiers montent chez Tintin pour ouvrir le paquet, mais... Dupont et Dupont. Ah, Tintin. Ah, c'est une bombe très sympa quand même, hein. Alors que les Dupont sont censés l'avoir en main, elle détruit tout aux alentours, mais chez eux, non, ça les décoiffe et ça déchire un peu leurs vêtements, c'est tout. Ouf. Dans l'album, ils précisent qu'ils l'ont jeté au dernier moment, bon, admettons, mais là, c'est pas précisé, donc il n'y a pas d'excuse. Alors que Tintin appelle le professeur au téléphone pour les derniers détails, des méchants sont assez stupides pour ne pas attendre qu'il raccroche avant de l'enlever. Mais étrangement, tout va bien quand Tintin le rejoint. Résultat, il soupçonne vite le professeur qu'il a en face de lui d'être un imposteur, car ce dernier n'a plus tout à fait les mêmes habitudes. Ah, Tintin. C'est la première fois que je vous vois fumer, professeur. Oh, c'est que c'est exceptionnel. Ouais, ayant vu le professeur dans sa vie environ 1 minute 40, c'est totalement légitime que Tintin ait des doutes sur le personnage rapport à ses habitudes. Notons que c'est l'inverse de l'album. Le vrai professeur que Tintin connaît fume et jette ses mégots partout, pas le faux. De là à y voir une sorte de message dans cette adaptation, c'est le méchant professeur qui fume parce que fumer c'est mal. Il n'y a qu'un pas. On notera à ce sujet que si l'alcool a été gommé le plus possible de la série, j'y reviendrai dans de futurs épisodes, ce n'est pas le cas du tabac. Il est vrai qu'à l'époque, les lois contre le tabac dans certains lieux étaient inexistantes dans beaucoup de pays et toutes jeunes en France. Mais ça m'étonne tout de même un brin. Comme je le disais plus tôt, dans l'album comme dans cet épisode, Tintin lit une brochure sur le pays. C'est naturellement plus vite réglé ici, mais on y apprend les fondamentaux de l'intrigue. Le roi de Sildavie détient le sceptre d'Ottokar IV. Entre ça et le pharaon Kiosque, je ne sais pas ce que je préfère comme nom rigolo d'une figure historique. Alors oui, certains m'ont fait remarquer qu'il y a eu pas mal de souverains véritablement nommés Ottokar dans l'histoire. C'est vrai, mais dans une BD francophone et au XXe siècle où les Ottokars existaient, là de toute évidence, c'était sciemment placé pour le gag. Bref, traditionnellement, lors de la fête nationale, la Saint-Vladimir, pour conserver son trône, le roi doit présenter son sceptre à la foule, faute de quoi, il doit abdiquer. Un non-fumeur qui se met à fumer, un myope qui retrouve la vue, ou je me trompe fort, ou c'est un imposteur. Oh mince, j'aurais peut-être pas dû le crier. Tintin essaie de lui arracher sa fausse barbe, mais elle est vraie. Moment qui tient du James Bond, le pilote de l'avion privé qu'ils prennent pour aller jusqu'en Sildavie tire une manette, et le plancher s'ouvre sous les pieds de Tintin, le voilà tombant dans le vide. Sauf que ce génie de pilote a cru bon de laisser le parachute accroché au siège de Tintin, et de toute manière, ce dernier tombe dans une charrette de paille. Oh bah ça tombe bien alors. Il s'avère que du même coup, la valise du professeur est tombée, et Tintin s'aperçoit grâce à une photo dans un carnet que ce dernier a tout simplement un jumeau. Chose qu'on ne sait normalement qu'en fin d'album, une fois la situation réglée. Mais le professeur étant relativement absent de la deuxième partie de l'histoire, on peut imaginer qu'il voulait régler le petit mystère de l'imposture assez vite, toujours le souci de temps. Mais ça peut aussi venir du fait qu'en termes de progression de l'intrigue, ça permet d'être clairement fixé. Maintenant je comprends tout, c'est une conspiration. Ils ont l'intention de dérober le sceptre d'Ottokar. Enfin, tout le monde l'avait déjà compris. Donc oui, sacrée ampleur pour la mission que se donne Tintin cette fois. C'est un pays qu'il va essayer de sauver. Un complot veut renverser le roi, permettant aux dirigeants du pays voisin, la Bordurie, de s'emparer de la Sildavie en toute légalité. Figurez-vous que les critiques promptes à bondir pour des prunes ont accusé à l'époque Tintin de défendre un régime monarchique. Invraisemblable pour un Belge d'ailleurs, en passant. Hein. Mais selon Hergé, si Tintin intervient, c'est avant tout pour empêcher une injustice. Ce qui est mal ici, c'est le rapt du sceptre. Et de toute façon, si le roi est détrôné, il sera remplacé par un autre roi. Moins légitime si vous voulez, mais il aurait peut-être fallu que les critiques se rendent compte que de base, le régime ne changerait pas même si le plan des méchants fonctionnait. Il faut déjouer ce complot, police, vite! Oh. Hein? Donc, Tintin atterrit dans un petit village et présente ses preuves à la police. En passant, avec la suppression de Mustler et des éléments plus explicites de l'album, le carnet que Tintin possède montre juste la photo de jumeau, une photo mal cadrée de lui-même, et celle de garde du palais, donc je ne vois pas en quoi ça constitue une preuve formelle de quoi que ce soit. Mais surtout pas de bol, dans ce petit village où il n'y a même pas une seule voiture et dans lequel Tintin atterrit par hasard, le chef de la police fait partie du complot. Et maintenant je voudrais continuer ma route. Y a-t-il un moyen de louer une auto? Non, il n'y a pas d'auto au village. Mais je vais vous arranger ça. J'ajoute que, même si j'imagine aisément que c'était moins étrange en 1938 de n'avoir aucune voiture dans un petit village de campagne, ça fait bizarre de voir ça dans une série de 1992, et plus encore aujourd'hui.
Tintin est finalement pris en stop par la Castafiore, qu'on voit donc pour la première fois dans la série. Comment vous n'êtes pas au courant? Je chante ce soir au Cursal de Clos. Vous plairait-il d'assister au spectacle? J'aime particulièrement sa voix française, et pourtant, dans Le Lac aux requins, c'était la grande Micheline Dax qui lui prêtait sa voix. Mais Marie-Vincent fait un excellent boulot. J'ai vu Le Lac aux requins plus souvent que je voudrais l'admettre, mais pour moi, la voix de la Castafiore, c'est celle de cette série, sans aucun doute. Ah, c'est notre Castafiore internationale. Et du coup, vous chantez comme elle? Absolument, très faux. J'allais vous demander de chanter, mais du coup, c'est pas la peine. Voici Tintin dans la capitale, Clow. Il se rend en palais et fait part de tout ceci au chef de la garde, le colonel Liorken. Mais le vieux schéma du grand vizir qui va être calife à la place du calife, le colonel fait partie du complot, il ordonne aux hommes qui escortent Tintin de se débarrasser de lui. Et s'il leur échappe un temps, il est finalement arrêté avant d'avoir pu parler au roi. Mais le lendemain, il s'échappe et manque de se faire écraser par une voiture dans la rue, conduite par... Oh, quelle coïncidence, le roi! Il parvient à le convaincre de la véracité de ses propos et il se dirige vers le château. Mais le faux professeur Alambic en visite soi-disant pour faire des photos est en train de s'emparer du sceptre. Notons de toute façon que quiconque voudrait s'en emparer ne devrait pas avoir trop de mal au XXe siècle. Il y a beaucoup de gardes, mais avec seulement des hallebardes ou des épées. Une escouade de quelques personnes avec des armes à feu pourrait s'en débarrasser, alors la tradition c'est bien gentil, mais... Enfin, Tintin et le roi arrivent trop tard. Oh! Le sceptre d'Ottokar, il a disparu. La police est convoquée, et ça alors, les Dupont étaient chargés de résoudre le vol du sceptre, on s'en doutait. Sérieux, c'est qui leur patron, le chef Gontier? Il n'a pas encore remarqué qu'ils étaient complètement cons? Et puis, pourquoi faire venir des enquêteurs d'un autre pays, à part pour perdre quelques heures potentiellement précieuses? C'est pas urgent? Outre le fait que dans l'épisode, contrairement à l'album, personne ne songerait déjà à interroger le jumeau du professeur Alambic, bien entendu, l'hypothèse des Dupont est fausse. Tintin, lui, résout le mystère en un clin d'œil. Le professeur a déplacé l'appareil photo devant la fenêtre. Il a introduit le sceptre dans l'objectif, comme ça. Il se lance à la poursuite du sceptre, alors que les méchants sont toujours à sa recherche dans les environs du château. Donc pareil, on n'aurait pas eu l'idée manifestement d'envoyer des gardes fouiller les alentours, alors qu'on a découvert le vol quelques instants après les faits. Dépêchons-nous, ne les laissons pas s'échapper. Alors que l'épisode restait raisonnable de ce côté-là, voici les courses-poursuites qui commencent. Double enjeu car Tintin doit non seulement ne pas laisser s'échapper ses infâmes, ses malappris, ses sacripants, mais en plus il doit revenir assez vite car le roi doit présenter le sceptre à la foule le lendemain. La frontière! Je suis sauvé! Non! Eh bien, il était moins une. Tintin franchit malgré tout cette frontière pour voler un avion bordure et revenir plus vite à Clow. Allons trouver le roi. Il ne me reste plus qu'à abdiquer. Non! Majesté, je vous rapporte votre... Oh mon Dieu, je l'ai perdu! Au revoir. Mais finalement, Milou, conscient de son devoir, le ramène. La Saint-Vladimir est un succès, le roi conserve son trône grâce à Tintin, décoré pour l'occasion. Dans cette adaptation du sceptre d'Ottokar, donc, là où on s'attarde pas mal sur la Sildavie, la bordurie n'est que trop légèrement évoquée. Si peu d'éléments importants dans cet épisode ont été supprimés par rapport à l'album, l'ampleur du complot qui est montré est clairement de moindre envergure que dans l'album. C'est dommage. L'histoire y gagne en efficacité, ce qu'elle perd un peu en épaisseur. C'est un des épisodes les plus sages au niveau action, et pourtant on a quand même une poursuite au quart de l'épisode, la chute de Tintin de l'avion, le guet-apens au palais, et la assez longue course-poursuite finale. C'est déjà pas si mal donc, mais dans d'autres épisodes, on y va bien plus franco. Résultat, cette plongée dans un univers slave où les scènes contemplatives et l'enquête sont plus mises en avant apporte quand même un changement qui peut être bienvenu. Mais si ce n'est pas mon aventure favorite, et même si je suis conscient que certains préféreront les épisodes pleins d'action, je trouve ça bien parfois d'avoir des épisodes un peu plus posés.